Bonjour. Avant de parler de paléomagnétisme terrestre et de mobilité des plaques lithosphériques, on va donner quelques rappels sur le magnétisme terrestre. Donc la Terre, comme vous le savez, agit comme un dipôle magnétique, c'est-à-dire que c'est un aimant. Elle génère des lignes de force qui s'établissent autour de la planète qui sont responsables du champ magnétique terrestre, qui explique pourquoi une aiguille d'une boussole va toujours s'orienter dans la direction nord-sud. Ce champ magnétique terrestre joue un rôle très important, il nous protège des particules mortelles et de rayons cosmiques nocifs. Sans lui, la vie ne serait sans doute pas possible sur Terre. De plus, il nous permet d'assister à des spectacles magnifiques, des aurores boréales ou des aurores australes. Alors pourquoi ce champ magnétique terrestre existe? En fait, il provient ou il prend naissance dans le noyau externe de la planète qui est liquide, vous l'avez vu dans un chapitre précédent, et qui est composé d'un alliage nickel-fer. Ce noyau externe est le siège de courants de convection qui sont assez instables et qui donnent l'origine au champ magnétique terrestre. Maintenant, si je veux mesurer le champ magnétique terrestre, je trouve une valeur d'environ 50 millitesla. Si je veux mesurer le champ magnétique d'un objet, je ne peux pas m'extraire du champ magnétique terrestre. Donc si je prends un aimant et que je l'oriente dans le même sens que le champ magnétique terrestre, si je le mesure, je vais obtenir une valeur légèrement supérieure au champ magnétique terrestre. Pourquoi? Parce que je vais mesurer en fait la valeur du champ magnétique terrestre plus la valeur du champ magnétique de mon objet aimanté et je vais obtenir ce qu'on appelle une anomalie positive. Par contre, si j'inverse mon objet aimanté et que je place son pôle nord dans le sens du pôle sud terrestre, je vais mesurer une valeur légèrement inférieure au champ magnétique terrestre. Pourquoi? Vous l'avez deviné, car on a mesuré la valeur du champ magnétique moins la valeur du champ magnétique de l'objet. Et on a donc obtenu une anomalie légèrement négative. Maintenant, les basaltes sont capables de dévier l'aiguille d'une boussole. Ce sont donc des objets aimantés. Comment acquièrent-elles leur aimantation? Tout simplement, lorsque la lave entre en fusion, les éléments ferromagnésiens compris dans le magma vont s'orienter tous dans le champ magnétique qui les environne. Puis, lorsque ce magma refroidit pour donner naissance au basalte, les particules de magnétite vont se figer dans la roche et vont donc enregistrer le champ magnétique de l'époque. Ils vont s'orienter selon le champ magnétique environnant. On a donc évidemment voulu enregistrer le champ magnétique des océans. Donc on a pris un bateau, en se promenant au-dessus de la croûte océanique, on s'est aperçu que cette croûte océanique montrait des bandes parallèles d'anomalies parfois positives, parfois négatives. Pour expliquer cela, la seule explication possible, c'est qu'il y a des inversions régulières du champ magnétique. En effet, les anomalies négatives montrent que les basaltes possèdent des particules de magnétite orientées vers le pôle sud. Or, pour qu'elles puissent se orienter dans ce sens-là au moment de leur descente, ça veut dire que le pôle nord, à cette époque, était au pôle sud. Les pôles magnétiques s'inversent en permanence de manière assez régulière. Deux scientifiques, Brunès et Matuyama, ont étudié un volcan qui a la particularité d'être très actif et qui a souvent déposé donc des couches de lave qui se sont solidifiées. Ils ont enregistré les anomalies positives, négatives comme au moment des océans et ils ont pu dater les roches. En datant les roches, ils ont pu donc positionner sur une échelle des temps géologiques les différentes inversions positives, négatives et ils ont fabriqué ce qu'on appelle une échelle des temps magnétiques. Cette échelle des temps magnétiques montre des inversions qui ne sont pas très régulières, qui ont des durées très hétérogènes. On va donc avoir un motif. Lorsqu'on le retrouve, par exemple, au-dessus des roches océaniques, on va pouvoir donner des âges à ces roches océaniques. J'espère que ces petits rappels vous ont permis de comprendre, 1. Comment des roches océaniques peuvent devenir aimantées, et 2. Pourquoi on peut affirmer qu'il y a eu de nombreuses inversions des pôles magnétiques au cours de l'histoire de la Terre.